fait, effectivement, le but de cette journée par rapport à celle d'hier, c'est finalement de revenir un peu plus largement sur l'histoire du Bitcoin et de comprendre plus fondamentalement ce qu'il y a derrière. Là, Fergan a fait une présentation sur justement les monnaies et le rapport que Bitcoin entretient à l'histoire des monnaies. Ça nous permet un peu de comprendre pourquoi Bitcoin est arrivé il y a une dizaine d'années. Et finalement, ce qu'on a envie de voir avec vous, Adli et Roxy, c'est quand on est un no-coiner, donc quand on découvre ce sujet, finalement, qu'est-ce qui peut rebuter certains ou alors représenter un obstacle à la compréhension du Bitcoin. Qu'est-ce qui pour vous est le plus fondamental en fait, à comprendre dans Bitcoin par rapport à justement la rupture qu'il crée avec le système monétaire tel que nous le connaissons aujourd'hui? Je pense que la réponse est simple, c'est 21 millions en fait. Les gens ont du mal à conceptionner la monnaie rare. Pour eux, ça tombe du ciel, c'est normal, ça fait des années que ça se passe comme ça. On est dans un système, comme on l'a très bien vu, où on a une déconnexion du réel par rapport aux politiques monétaires. Et du coup, à partir de là, les gens, quand tu leur dis ça va être rare, il n'y en a que 21 millions et on ne pourra pas en imprimer plus, ils arrivent mal à faire la conception de pourquoi on ne peut pas en imprimer plus. Pourquoi que 21 millions? C'est aussi bien technologique avec le protocole que social, puisque c'est une construction qu'on a tous choisie. On adopte Bitcoin, en fait. Alors que dans le système traditionnel, on ne l'a pas. On a simplement subi, et à chaque fois qu'ils décident d'imprimer, on n'a pas vraiment notre mot à dire. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est 21 millions. C'est une fois que tu as compris qu'il n'y en a que 21 millions, et que tu comprends pourquoi il n'y en aura jamais plus, souvent tu as le déclic, et là, tu commences à vraiment tomber dans le terrier du lapin, etc. Et toi, Adli? Et pour moi, c'est plus la disparition de l'État, en quelque sorte. Dans le sens où on a l'habitude, dans nos imaginaires collectifs en tout cas, que la monnaie soit un pouvoir régalien, même si ça n'a pas toujours été dans l'histoire. Et ça, c'est un grand bouleversement de se dire qu'il y a une monnaie, ou en tout cas quelque chose où on peut échanger de la valeur, parce que les définitions de la monnaie, il y en a plein, qui n'est pas régie par une autorité centrale. Et ça aussi, c'est toujours un gros choc, entre guillemets, conceptuel, dans le sens où ça renverse totalement nos conceptions habituelles. Et est-ce que ça n'est pas justement ça, et comme Fergan l'a souligné, qui constitue peut-être le principal obstacle, parce que c'est vrai qu'on a tous finalement grandi avec ce rapport de l'État qui contrôle la monnaie via la Banque centrale. Est-ce que cette rupture n'est pas finalement la plus, la plus compliquée à appréhender, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas finalement le créateur de on n'a Bitcoin. pas grandi dans un environnement trustless, donc clairement ça change la donne. Le fait et ça c'est vrai, ça c'est un autre point encore, le fait que le fondateur soit anonyme est quelque chose d'aussi très perturbant généralement, dans le sens où on attribue à l'anonymat plutôt des caractéristiques négatives, instinctivement j'ai envie de dire, et dans le cas de Bitcoin, le fait que Satoshi Nakamoto ne sache pas qui c'est, finalement, ça va être un attribut négatif, alors que si on creuse, c'est extrêmement positif. C'est même indispensable. Il n'y a vraiment pas de chef dans Bitcoin, à tel point que le leader s'est barré du développement du protocole, et on ne sait pas qui c'est. Et ça, c'est absolument génial. C'est ça, en fait, on dit toujours la monnaie, c'est basé sur la confiance. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien la finance, la technologie, pour eux, la confiance, c'est une personne que tu vois à la télé, c'est un État, c'est une institution, c'est des piliers. Et alors que Bitcoin, on leur dit, non, en fait, la confiance, c'est personne, il s'est barré, on ne sait pas qui c'est, et finalement, on dirige tous Bitcoin. Donc, tu mets la confiance dans tout le monde, au lieu d'une institution que tu pourrais pointer du doigt si ça se passe mal. Et c'est un énorme frein, ça, parce que pour une personne normale, ils disent, non, mais si ça ne marche pas, il nous faut un coupable, il faut un responsable. Et alors justement, Bitcoin, c'est pas le cas. Et alors justement, sur cette notion de confiance, finalement, c'est le fonctionnement en réseau, via les machines. Est-ce que tu peux un petit peu développer Oui, bien sûr. Alors en fait, dans l'idée de Bitcoin, c'est un réseau pair à pair, et on fait tous partie du réseau. Et à partir du moment où tu décides de jouer par les règles, donc tu as un nœud chez toi qui permet de communiquer avec le réseau, tu ne fais pas confiance, tu vérifies. Si tout le monde joue le jeu, et la game théorie de Bitcoin pousse les gens à jouer le jeu, sinon ils sont éjectés du réseau, et la confiance, elle est collective en fait. On ne peut pas tricher, donc il n'y a pas un coupable, on est tous ensemble à sécuriser un protocole. Et du coup, en fait, la confiance n'existe plus, parce que on ne peut pas avoir de triche dans Bitcoin. Et ça, c'est une notion qui est très compliquée à concevoir, parce que tout le monde se dit non, mais il y a forcément un tricheur, comment il est puni? Mais naturellement, les mineurs ne peuvent pas tricher. Tout le monde a son nœud, donc il n'y a pas besoin de faire confiance à une personne tiers, il n'y a pas d'intermédiaire de confiance. Et ça, pareil, c'est une autre conception qui est compliquée à prendre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une banque? Pourquoi il n'y a pas un État au milieu? Et alors justement, là nous sommes à Biarritz, en France.
on n'a pas du tout le même rapport au Bitcoin, justement si on est en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui fondamentalement pousse les gens, enfin, selon vous, à se porter sur le Bitcoin en France, par exemple? Très bonne question. D'abord, je voudrais dire qu'on a une particularité en France, c'est qu'on a quand même une culture bancaire assez forte, c'est-à-dire qu'on se transmet le banquier de père en fils, j'ai envie de dire en quelque sorte. Il y a quand même une grosse culture bancaire, on a aussi un gros tabou sur l'argent. Donc pour moi, les gens qui vont se porter sur Bitcoin, bon, il y a plusieurs vagues, entre guillemets. Il y a eu les premiers, on va dire, marginaux, intéressés par l'informatique ou intéressés par les économies alternatives. Et je pense que maintenant, les vagues qui rentrent maintenant, il y a un désir avant tout de protéger peut-être un peu son épargne avec un produit alternatif, en faisant un petit pari malgré tout, hein, toujours. Et la seconde question, c'est quand même la curiosité. Pour moi, vraiment, ce qui rapproche tous les gens qui s'intéressent à Bitcoin un jour ou l'autre, c'est la curiosité. Et même dans nos entourages, hein, quand on discute, je suppose que vous aussi, on vous pose souvent des questions, et il y a vraiment un aspect curiosité qui est très important. Et je pense que Bitcoin est aussi attrayant justement par son aspect curieux, enfin son aspect étrange qui pousse à la curiosité. Et toi, Roxy? Ouais, pareil, on n'est pas dans un système comme dans certains pays où c'est nécessaire. Enfin, souvent, on entend que Bitcoin, c'est pas forcément pour nous. On a un système qui marche. Pourquoi on a besoin de Bitcoin? Donc, beaucoup de nations, c'est une nécessité pour eux. Tandis que nous, comme tu le dis, c'est de la curiosité, c'est plus social, c'est le red pill, le orange pill. Et l'idée, c'est que tu vas poser 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'est-ce que c'est Bitcoin. Et au bout d'un moment, tu vas avoir le déclic, tu vas aller plus loin. Et seulement là, tu vas commencer à accepter qu'une alternative est possible, en fait. Et alors justement, est-ce qu'on peut prendre 2-3 exemples, mais de pays étrangers? Je pense par exemple à Snowden, enfin je veux dire des personnalités qui ont eu besoin d'utiliser le Bitcoin, mais dans un autre contexte que celui d'un Français qui aurait investi. Clairement, nous on n'a pas, on a moins ce problème que pourrait être la censure ou que pourrait être, on va dire, le déséquilibre monétaire. Dans le cas de Snowden, c'est très intéressant, mais je ne pense pas que c'est un vecteur de conversion, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, personnellement, je connais personne qui a connu Bitcoin pour donner Bitcoin à Snowden, par exemple, enfin pour faire un don à Snowden. Parce que généralement, c'est des milieux qui sont déjà alternatifs ou autres. Mais par contre, tous ces gens-là ont fait la publicité de Bitcoin de manière indirecte parce que dans les journaux, on est venu à parler de Snowden en disant voilà, Snowden accepte le Bitcoin parce que Visa et Mastercard lui ont coupé ses accès ainsi que PayPal. Enfin, comment dire, c'est plus des vecteurs de connaissances que des vecteurs d'adoption, à mon sens. C'est ça, Bitcoin est vraiment multifacette. Et donc là, tu me parles de la censure, finalement, qui est indispensable pour une monnaie et même pour Bitcoin et sa survie. Donc c'est très bien que c'est comme ça. Nous, on parle souvent ici de la réserve de valeur, mais on peut parler des paiements. Tu as énormément de personnes qui n'ont pas de compte bancaire dans le monde. Donc là, El Salvador, qui adopte Bitcoin, ils le font parce qu'il y a une raison. Leur monnaie a été détruite. Ils sont sous la tutelle du dollar. Il y a 60% de la population qui n'a pas de compte bancaire. D'un coup, ils n'ont pas besoin de recréer une infrastructure, ils peuvent se mettre sur une infrastructure qui existe déjà, qui s'appelle Bitcoin, Lightning Network, etc. Et ça, c'est une autre particularité de Bitcoin. Donc en fait, chaque pays, chaque communauté va adopter Bitcoin par rapport à leurs besoins. Et Bitcoin, il n'a pas besoin d'être adopté pour une réserve de valeur ou un moyen de paiement. Il sera adopté en fonction des besoins quand c'est nécessaire. Donc quand Snowden ou Wikileaks commencent à accepter Bitcoin, c'est par une nécessité. Ils ont eu leur compte bancaire bloqué, il y a un blocage bancaire. Et d'autres nations vont faire exactement pareil. Si jamais ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent simplement exit et se plug sur Bitcoin. Et c'est quelque chose qui est très fort. Ils n'ont pas besoin de demander une autorisation. Ils peuvent tout simplement se dire, bon, demain, j'accepte Bitcoin. Et si vous n'êtes pas content, tant pis, parce que je fais ce que je veux, en fait. Et alors, pour vous, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une croissance exponentielle du nombre de détenteurs. Alors, utilisateurs, c'est toujours bizarre, parce qu'il y a beaucoup de hodlers. Donc, c'est pour ça que voilà. Mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique qu'il y ait, entre guillemets, encore si peu de détenteurs de Bitcoin sur la planète? Je trouve qu'en 12 ans, on est quand même pas mal. Hein, on a fait une bonne évolution quand on compare à Internet, c'est pas mal. Et que pareil, il faut toujours se dire, c'est quoi utiliser Bitcoin? Est-ce que c'est l'utiliser pour la censure? Est-ce que c'est juste hodler, donc garder ses Bitcoins pour le très long terme et vraiment créer une épargne avec? Est-ce que c'est faire des transactions? C'est compliqué, mais pour moi, l'adoption, elle est clairement en marche. Et on a des bons chiffres. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, non, mais clairement, on a une adoption qui est quand même quasi exponentielle, donc c'est pas forcément négatif de ce point de vue-là. Et après, il y a un autre facteur,
je pense, qui peut être bloquant, c'est clairement l'UX, quoi. Enfin, c'est l'expérience utilisateur, ouais. pardon, la facilité d'accès, on va dire l'accessibilité, même si on va aller plus loin, de Bitcoin. Désormais, on a quand même énormément de plateformes où c'est facile de rentrer dans Bitcoin, mais ça demande quand même comment dire, des compétences numériques minimales que tout le monde n'a pas. On oublie aussi quand même que le numérique n'est pas évident pour tout le monde. Et dans le cas de Bitcoin, c'est quand même essentiel à un moment de savoir se servir un minimum des outils numériques. Ouais. Le vrai frein de l'adoption, pour moi, c'est l'éducation. Enfin, clairement, de toute façon, c'est pour ça que j'en ai fait mon boulot. Parce que quand tu expliques à quelqu'un que pour utiliser Bitcoin, tu n'as pas besoin d'une adresse mail, tu n'as pas besoin de mettre un papier d'identité. Parce qu'en soi, on vous oblige à mettre votre pièce d'identité, mais c'est une décision de l'État. Hein. Pour utiliser Bitcoin, tu télécharges un portefeuille, tu le crées toi-même, tu écris 24 mots et tu es dans le réseau. Mais il faut en obtenir. Ouais, mais derrière, la notion déjà de gérer sa clé privée, la notion de comprendre que c'est 24 mots qui représentent ton argent, il faut réussir à le prendre en compte. Et même ça, c'est des freins à l'adoption qui sont plutôt importants quand même. Et alors vous, comment vous êtes retrouvé dans cet univers? Enfin, comment vous avez découvert Bitcoin? Alors toi, ça fait bien plus longtemps que moi, donc je te laisse commencer. Moi, j'ai découvert en 2011, mais j'ai cru que c'était une alternative à PayPal et j'ai pas creusé. Et vraiment, l'éveil, on va dire, le moment où j'ai compris que c'était quelque chose d'un peu spécial, c'était en 2013. Donc, il me semble que c'est via un article à propos de l'Allemagne qui reconnaissait le Bitcoin comme une monnaie étrangère. Et là, je me suis dit, c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est via un vecteur médiatique, finalement. En tout cas, que j'ai eu le choc, c'est via une news qui me paraissait intrigante pour une alternative à PayPal. Et là, j'ai compris que que Bitcoin était clairement un nouveau concept, on va dire, et une fois que j'ai mis le pied dedans, bon là, c'était terminé. Et toi, Roxy? Beaucoup plus tard, 2017, j'étais déjà dans la finance, l'économie autrichienne, mais j'avais jamais vraiment percuté ce que pouvait être Bitcoin. Et un prof qui m'a expliqué que c'était une bulle, que c'était rien du tout, que c'était du vent, que ça allait s'écrouler, que c'était fait pour les terroristes. Et là, je me suis dit, alors, bon, déjà, j'aimais pas le prof, à mon avis, il faut creuser. S'il dit ça, ça doit être l'opposé. Et là, quand j'ai découvert Bitcoin, c'était terminé. En une semaine, tu lis tous les bouquins, tu écoutes tous les trucs d'Andreas et t'en ressors pas. Mais 2017, très tard, moi. Et alors, vous avez l'impression que finalement, sur ces questions de pédagogie et d'éducation, en France, on a fait beaucoup de progrès, ou alors, je veux dire, il y a des personnalités qui ont permis un peu d'ouvrir la voie, ou il reste encore énormément à faire à ce niveau-là? Les deux, je veux dire, il y a beaucoup qui a été fait et il reste beaucoup à faire. Je veux dire, moi, pour le coup, j'ai écrit 3 livres sur le sujet. J'ai cofondé le Cercle du Coin, donc une asso qui essaie de faire des liens entre les personnes de cet écosystème et les personnes extérieures à cet écosystème, et de relier aussi tout simplement les gens qui s'intéressent aux cryptos, parce qu'il faut savoir qu'il y a 8 ans, on était une petite centaine en France, je dirais, quoi. Donc la logique aussi, c'était aussi de réussir à connecter tous ces gens-là et faire en sorte qu'ils puissent construire ensemble, se connaître et aller plus vite. Et puis petit à petit aussi, il y a eu cette propagation via les meet-up. Les meet-up, c'est un excellent vecteur, par exemple, de propagation de l'information, même si ça demande, encore une fois, une démarche, entre guillemets, de taper Bitcoin événement plus sa ville, entre guillemets, dans Google. Et déjà, il faut penser à faire ça. Mais moi, j'ai plein de gens que j'ai rencontrés via des meet-up ou autre. Donc, l'intérêt quand même dans Bitcoin, c'est cette accessibilité, on va dire, de pouvoir directement parler aux personnes, soit via un meet-up, soit via Twitter. Moi, j'ai plein de gens qui m'écrivent. Et bon, je réponds pas forcément à tout le monde, mais j'essaie de répondre au maximum. Mais en tout cas, je pense que c'est une voie intéressante d'adoption, dans le sens où il y a peu de technologies ou autres où on peut autant avoir accès à peu près à tout le monde de manière assez simple. Ouais, non, c'est ça. C'est très social en fait, l'adoption de Bitcoin. C'est comme je disais, Orange Pill, on dit en fait convaincre quelqu'un finalement, lui mettre la petite pilule qui dit réveille-toi Néo, il faut que tu réalises ce qui est en train de se passer. Et du coup, naturellement, l'adoption, bon, elle est lente, mais là, ça y est. Je veux dire, on a réussi à mettre 700 bitcoiners à Biarritz. Il y a quelques années, ça aurait été absolument impossible. D'ailleurs, bravo aux organisateurs. Et derrière, le contenu, il est là maintenant. Franchement, si tu tapes Bitcoin entre bitcoin.fr, les différents médias, forcément ma chaîne, le travail, cette conférence, on peut trouver ce qu'on veut. Après, c'est toujours la question de faire la démarche pour le chercher. Et c'est vrai qu'il y a une explosion de contenu. Hein. Là, vraiment, dans les 2 dernières années... en contenu francophone, en tout cas, il y a vraiment énormément de choses. Je veux dire, entre les différents médias, les différentes chaînes, etc. Les livres également. Voilà. Et alors, il y a quand même
un point qu'on n'a pas abordé, qui est celle du prix du Bitcoin. Qu'est-ce que vous pensez justement de tous les no-coiners qui regardent de loin le prix du Bitcoin en disant c'est beaucoup trop cher, on l'entend à chaque fois, c'est beaucoup trop cher, je ne vais pas y aller, j'ai loupé le train. Pour vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Déjà, ça veut dire quoi louper le train, hein? Pour moi, c'est jamais trop tard si tu considères qu'on n'est qu'à 10 ans d'une adoption sur une technologie qui va prendre 50 ans, 100 ans, peu importe combien de Bitcoin peut aller. C'est du marketing finalement, le prix. Enfin, souvent, les gens, ils viennent d'abord pour le prix, pour la peine du gain, on le sait tous. Beaucoup de gens l'ont fait, hein. On ne peut pas se le cacher. Mais après, tu passes au-dessus souvent. Et tu passes au-dessus au bout d'un certain moment. Et ça peut durer des années, hein, t'intéresser qu'au prix, peut-être à trader. Et à un moment ou un autre, tu vas te dire, en fait, le prix, c'est pas important. Ce qui est important, c'est plus comprendre la philosophie, la logique derrière Bitcoin et vraiment se positionner. Moi, je pense que le prix est plutôt un vecteur d'attraction, clairement. C'est-à-dire que ce qui est marrant et ce qu'on constate finalement au fur et à mesure des années, c'est que le prix va créer un élément médiatique qui va créer une vague d'adoption avec des gens qui après vont disparaître. Ça, dans les meet-up, on le voit assez bien. C'est-à-dire que les meet-up, le nombre de personnes qui fréquentent les meet-up est indexé sur la courbe du Bitcoin. Comme tous les réseaux. Quand il y a le prix qui augmente, il y a énormément de gens qui viennent au meet-up, etc. Il y en a plein qui vont disparaître après, si la bulle éclate, entre guillemets, à chaque cycle. Mais chaque vague va laisser des personnes qui se sont intéressées au sujet et qui après vont construire pendant des années un peu plus creuses médiatiquement. Et petit à petit, c'est comme ça finalement que le réseau se propage. Et c'est sûrement une des forces du halving en fait. Souvent on se demande pourquoi. Juste le halving, précisez ce que c'est. Oui, le halving, c'est tous les 4 ans ou tous les 2100 blocs, il y a un événement dans Bitcoin qui consiste à couper par 2 la récompense des mineurs. C'est-à-dire qu'au début on avait 50 Bitcoin par bloc, et après on est passé à 25, etc. Et donc ça c'est tous les 2100 blocs, à peu près tous les 4 ans. Et finalement, ça influe énormément sur la quantité d'argent qui va être en circulation, donc indirectement on pourrait considérer le prix. Et ça crée finalement ces bulles spéculatives que tu parles, qui ramènent énormément de monde. Parce qu'ils sont intéressés, ça monte. Et ça crée des dégoûtés aussi. Bien sûr, mais c'est nécessaire, parce qu'à chaque fois, du coup, tu as une redistribution du savoir, du capital, des gens vont acheter des ASICs très chers pour les revendre en crash, des gens vont se lancer, créer leur boîte, même si derrière, ils ont un bear market pendant 2 ans, ils auront créé l'infrastructure pour onboard, et donc pour accueillir tous les nouveaux arrivants, parce que tu le sais. Enfin, moi, j'ai créé des coups de Bitcoin parce que je savais que dans 1 an et demi, il y aurait des centaines et des milliers de personnes qui allaient me demander bon, comment ça marche Bitcoin. Et ben, tu peux pas répondre à tout le monde, tu fais une vidéo, tout le monde peut la regarder. Je pouvais pas prévoir ça si jamais je n'avais pas une sorte d'horloge en me disant bon bah voilà, c'est pas compliqué, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on va avoir une vague d'adoption progressif de différents types de personnes. Après, pour revenir sur le cours, clairement le référentiel qu'est Bitcoin actuellement, qui est 10 millions de Satoshi, si je ne me trompe pas. Donc il y a 8 zéros après la virgule, 100 millions, pardon, excusez-moi, 8 zéros après la virgule, 100 millions. Il y a donc 100 millions de Satoshi. Le référentiel actuel est peut-être plus le bon avec le cours tel qu'il est. Et clairement, il y aurait peut-être un intérêt à soit compter en SAT, soit compter en bits. En tout cas, compter avec une unité de compte qui soit avec moins de 0 après la virgule. Parce que Bitcoin, finalement, a un cours maintenant qui est bien plus élevé. Et c'est vrai que ce cours-là fait toujours un choc parce qu'on a l'habitude de compter en... Enfin, on va dire que naturellement, les gens comptent en valeur absolue et pas en valeur relative, alors que on sait que c'est les valeurs relatives qui sont importantes. Et Bitcoin aurait peut-être intérêt, justement, plutôt les acteurs auraient intérêt à mettre en avant une nouvelle norme de compte, plutôt que de rester en Bitcoin et d'avoir tous ces zéros. Je suis d'accord avec toi, mais c'est compliqué. Déjà, expliquer Bitcoin, il faut du temps. Et si en plus, on doit le faire, mais on va leur dire maintenant, c'est plus Bitcoin, c'est des Satoshi. Quand ça rentrera, ce sera super, parce que c'est beaucoup plus simple de dire 3000 Satoshi que 0,00003 Bitcoin. Personne ne comprend. Déjà, c'est pas sexy. Quand tu dis, j'ai envie d'acheter 50 € de Bitcoin, je vis d'ici. Quand tu es avec des 0,50, c'est pas cool. Tu dis 50 000 Satoshi à chaque fois. C'est très sympa, mais voilà, ça redemande beaucoup d'efforts éducationnels pour rechanger ce qu'on a déjà mis en place en soi. Mais c'est nécessaire. Mais ce legacy, mine de rien, est, je pense, un frein, une barrière. Non, merci beaucoup. On va prendre là, on a 20 minutes de questions du public, donc vraiment n'hésitez pas. On va faire tourner les micros dans la salle. La question est simple, parce que si je parle de votre présentation au départ, comme quoi la Bitcoin c'est un peu le valeur refuge par la suite pour beaucoup d'entités, beaucoup de pays, beaucoup de populations. Et derrière, vous oubliez quelque chose de très important, je pense. Comment on va faire quand il n'y aura plus d'électricité, ou quand il y aura des ruptures d'électrique,
ou dans des pays où aujourd'hui, quand vous parlez de certains pays où on a une anarchie totale, où il y a des révolutions, je ne veux pas prendre, vous connaissez tous les infos en ce moment, comment vous pensez ces gens-là, si demain ils vont pouvoir, s'ils vont se réfugier dans le Bitcoin ou dans des systèmes de blockchain, c'est quoi la solution? Alors, techniquement, il faut savoir déjà qu'on Bitcoin se transmet par de l'informatique, enfin de l'information. On peut utiliser des satellites, on peut utiliser du Morse, c'est simplement du code qu'on se transmet. Donc sans Internet, on peut continuer à utiliser Bitcoin. Alors c'est sûr que c'est un frein, c'est pas un billet, mais à un moment ou à un autre, si tu n'as pas Internet, la transaction elle va quand même partir. Je veux dire, tu n'as pas besoin de connecter ton wallet à Internet pour recevoir l'argent. Donc tu peux toujours utiliser Bitcoin, même si tu as des coupures d'électricité ou d'Internet pendant un certain temps. Surtout que ça me semble un peu malgré tout extrême dans le sens où le but et le chemin vers lequel tend en quelque sorte l'humanité comme de développer l'accès à l'électricité et aux énergies. Bien sûr, c'est pas le cas partout actuellement. Et c'est vrai que dans tous les cas, Bitcoin peut se transmettre théoriquement en tout cas, parce qu'il y a quand même, en termes d'usage, c'est assez spécial de faire des transactions via satellite, mais théoriquement c'est faisable. Et après, il y a de nombreux usages, entre guillemets, de nombreuses sociétés qui essaient de permettre les transactions via même les SMS ou ce genre de choses. Enfin, il y a déjà une prise en compte du low-tech. Après, je ne sais pas si la question était d'un point de vue un peu aussi collapsologue ou pas, mais en tout cas, si tout fout le camp, tout fout le camp. Je veux dire, c'est pas Bitcoin qui nécessairement sauvera l'humanité si on commence à plus avoir d'électricité pour des raisons un peu apocalyptiques. Il faut aussi penser à l'infrastructure. Hein. Bitcoin, c'est un portefeuille. L'infrastructure, elle peut scale. On peut tous l'utiliser. Tandis que dans ce pays, si tu as créé une banque, une institution, etc., si tout s'écroule, il s'écroule avec. Hein. Donc le problème est le même, peu importe quel système tu utilises. Ouais. Yeah. Nouvelle question. Bonjour et merci pour les différentes interventions. Question très simple. Comment vous expliquez le Bitcoin à quelqu'un de 80 ans? On a une table ronde après là-dessus, mais... Ouais, je pense que c'est Grand Angle qui va nous dire exactement pourquoi est-ce que Bitcoin est justement nécessaire pour les gens de 80 ans et tout le monde devrait en avoir. Alors, 80 ans, ça dépend en fait de la capacité de la personne à adopter une nouvelle technologie. Alors, tout le monde à 80 ans n'est pas pareil. Hein. Est-ce que c'est un papy connecté déjà? Voilà. Est-ce que c'est nécessaire pour lui? Est-ce qu'il a de l'épargne? Est-ce qu'il est 100% dans le système pour continuer à avoir sa retraite, ou est-ce que justement il veut s'affranchir du système? À partir du moment où la personne, même à 80 ans, elle fait la démarche de se dire il y a peut-être un truc qui ne va pas sur notre monnaie, je ne peux pas faire 100% confiance à l'État pour garantir ma retraite encore pendant X temps, naturellement, si la personne a encore toute sa tête, elle va se dire Bitcoin, ça arrive comme une alternative où je peux mettre quelques billes au cas où, en effet, il y a un vrai problème. Pour les gens de 80 ans, souvent c'est plus comme ça que j'essaie de les emmener. Parce que forcément, ils ne vont pas se mettre à adopter Lightning ou à mettre un e-commerce Bitcoin. C'est par rapport à leurs besoins, à leur âge. Et pour moi, il y a vraiment une question, entre guillemets, contextuelle dans l'explication à Bitcoin. C'est ça qui rend l'explication de Bitcoin complexe, c'est que suivant le type de personne qu'on a en face, il y a des personnes à qui l'aspect politique de Bitcoin va parler, il y a des personnes à qui l'aspect économique de Bitcoin va parler, il y a des personnes à qui l'aspect technique de Bitcoin va parler, et parfois même d'autres aspects que je ne cite pas là. Mais par exemple, on va avoir quelqu'un de 80 ans qui a des convictions anarchistes très fortes. Si on lui parle de Bitcoin et de ce que c'est en termes de système anarchiste global, pour la première fois on arrive à avoir un système de règles sans pouvoir, par exemple, ça va lui parler très rapidement. Quelqu'un qui va être intéressé par la finance et qui lutte depuis longtemps qui a des souvenirs de l'inflation d'antan et qui déteste la monnaie telle qu'elle est faite actuellement, lui parler de la limite des 21 millions, etc., va peut-être un peu plus lui parler. Quelqu'un qui a toujours été un peu, on va dire, s'il a 80 ans, il a été électronicien, bidouilleur, il a suivi un peu les débuts de l'informatique, etc., lui parler des aspects techniques va peut-être un peu plus lui parler. Donc il y a vraiment cet aspect, Bitcoin étant polymorphe, il y a vraiment une logique de qui est mon public en face pour aussi lui adresser ce qui va allumer une lumière chez lui. J'avais une vieuse qui était très drôle, donc pareil dans les 80 ans. Quoi. Elle me disait je suis né avec l'ancien franc, puis j'ai eu le franc, maintenant j'ai l'euro, ça change quoi d'avoir Bitcoin? Ça, c'est une autre question de fiscalité. Il peut y avoir aussi ceux qui détestent l'impôt et qui. Ouais, là, c'est... Oui, bonjour. Moi je débute, je ne connais pas bien. Et il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la gouvernance. Comment ça se passe? C'est Big Brother, c'est qui le décideur? Qu'est-ce qui se passe si une dictature puissante
s'arroge le contrôle. Voilà, j'ai plein d'interrogations sur cette gouvernance. Alors là, ça c'est la grande question que tout le monde a. Bitcoin est gouverné par tout le monde en fait, parce que donc, on peut tous avoir notre propre nœud, ça coûte pas très cher d'avoir la gouvernance individuelle. Donc finalement, c'est un système très anarchique où on est tous d'accord. Et si un gouvernement, un État, une dictature venait à essayer de l'arrêter, il devrait arrêter tous les utilisateurs, tous les gestionnaires de nœuds. Et ça devient très vite impossible parce que si tu t'arrêtes tout ça en France par exemple, ou en Chine, eh ben, ils vont simplement se déplacer. Tu as toujours ceux des autres pays qui continuent à exister. Donc pour arrêter Bitcoin, tu devrais vraiment détruire le protocole, tous les utilisateurs. Et aujourd'hui, on a vu que c'est devenu trop robuste pour être arrêté. Alors tu peux censurer un pays, tu peux mettre ta population en prison, tu peux tuer si tu as envie, tu peux être complètement autoritaire. Mais la réalité, c'est que tu vas pas arrêter Bitcoin. Tu vas simplement détruire l'innovation chez toi, tu vas t'arrêter toi-même dans ce qui est Bitcoin, mais tu vas pas détruire Bitcoin. Et donc il est gouverné par personne. Tout le monde gouverne et tout le monde décide Bitcoin. Tant qu'il n'y a pas, entre guillemets, un gouvernement mondial oppressif, c'est le vrai risque, ça. Ça serait compliqué d'arrêter Bitcoin. Après, s'il y a une entente mondiale sur le fait que Bitcoin est de la mort au rat et qu'il faut absolument s'en séparer, peut-être que là, il pourrait y avoir des actions, entre guillemets, qui mettraient vraiment mal Bitcoin, mais l'équilibre géopolitique tel qu'il est fait actuellement, en tout cas, laisse penser que ça n'arrivera pas, vu comment les intérêts des États ne sont pas du tout alignés pour l'instant. Et même s'ils faisaient ça, les bitcoiners, c'est des gens qui sont très tech-savvy quand même, surtout les premiers. On est très porté vie privée. Beaucoup de bitcoiners savent utiliser Tor. On est connecté via des systèmes de chiffrage qui sont quand même très poussés. Donc il faut quand même y aller, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont miner, il y aura toujours des nodes, il y aura toujours des portefeuilles. On ne peut pas arrêter simplement du coder de l'information, parce que les gens, ils sont anarchiques, ils vont quand même le faire. Et un bon exemple, c'est simplement le téléchargement illégal via torrent qui n'a jamais arrêté finalement. Donc, tant qu'on a un système pair à pair, il est vraiment difficile à détruire, clairement. Et de plus, c'est adopté par les institutions, de moins on va l'arrêter. Je veux dire, si tout le monde en a, c'est compliqué de même dire à des banques qui en ont déjà, qui sont régulées, qui ont fait les démarches PAN, de dire du jour au lendemain, bah non, en fait, on arrête tout ce qu'on a fait, ça sert à rien, et on coupe la machine. Enfin, il n'y a plus de logique à partir du moment où c'est même adopté par des pays, des États, et comme tout dit, la game théorie, elle est trop forte à ce point-là. Moi, j'ai une question qui plus du niveau du prix du Bitcoin. On voit ces derniers temps de plus en plus d'institutionnels financiers rentrer dans le Bitcoin, je pense surtout par spéculation, principalement. Est-ce que pour vous, c'est déjà forcément une bonne chose, parce que ça permet la démocratisation du Bitcoin, mais est-ce que d'un côté, ce n'est pas forcément nocif pour le Bitcoin et l'univers du Bitcoin en général d'avoir tous ces institutionnels-là qui sont là purement par spéculation? Et aussi, est-ce que du coup, cette entrée importante d'institutionnels ne va pas à terme et peut-être même à court terme revoir la notion de bear market qu'on connaissait des cycles précédents? Est-ce que ça peut-être pas mettre fin au bear market puisqu'il y aura toujours des chutes, mais est-ce qu'elles seront peut-être pas moins violentes? Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sans rigoler, je pense que clairement il y a... Pour moi, les institutionnels ne sont pas forcément une mauvaise nouvelle. Je veux dire, plus il y a d'adoption, plus ça me semble positif. On pourrait dire que des gens qui ont des visées, on va dire, liberticides, ou en tout cas pas très alignés avec la pensée de Bitcoin, obtiennent une grande partie de Bitcoin. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi ça, Bitcoin, c'est cet aspect libertaire où finalement chaque personne peut rentrer dans le réseau. Donc il n'y a pas de raison que des gens n'aient pas le droit de rentrer dans le réseau. Et moi je pense que c'est plutôt intéressant que les institutionnels rentrent en masse dedans, parce que ça permet à la fois de faire parler de Bitcoin, à la fois de former plein de gens sur Bitcoin, mais aussi finalement de faire en sorte que des acteurs du monde traditionnel soient skin in the game, et comment dire, des enjeux avec Bitcoin. Et comme on le disait tout à l'heure, par exemple, ça peut aider au fait qu'il ne soit pas interdit, parce que si plein de gros acteurs finalement possèdent du Bitcoin, légitiment le Bitcoin, les États auront moins tendance à vouloir taper sur Bitcoin. Un des risques, à mon sens, personnellement, c'est plus que l'accès au vrai Bitcoin et pas au Bitcoin papier,
Et quand je dis bitcoin papier, je pense par exemple à des bitcoins sur des applications qui seront jamais retirables, comme ça peut être le cas. Revolut vient d'activer ça, mais avant on pouvait pas les retirer. Et donc c'est plus le fait d'avoir des représentations de bitcoin avec tous ces instituts, parce que ces instituts ils vont acheter en vrai des bitcoins et puis ils vont en revendre potentiellement à leurs clients retail, enfin leurs clients particuliers, et ils vont sûrement le revendre sous forme de papier. Le jour où les banques vont commencer à permettre à leurs clients d'accéder à des produits bitcoin, sûrement que ce sera du bitcoin papier et pas du bitcoin que la personne obtient vraiment. Et finalement, c'est ça le risque, à mon sens, de l'adoption des institutionnels, c'est que ça n'incite pas les gens à obtenir eux-mêmes leur bitcoin et les sécuriser eux-mêmes, et donc ne plus dépendre d'un tiers, ce qui est quand même un des gros avantages de bitcoin. Ouais, t'as raison, c'est exactement ça le problème. T'as l'institution vraiment financier pour une diversification de leur fonds d'investissement, donc 1%, 5%, peu importe, bon, ça me dérange pas. Par contre, quand ce sera les banques qui vont commencer à leur vendre directement à des clients, là ça va être un peu plus compliqué. Pour moi, c'est un vrai danger de Bitcoin. Ça va faire de la centralisation Bitcoin dans des institutions littéralement bancaires ou étatiques. Ils vont faire du papier Bitcoin, les gens vont pas prendre le contrôle de leurs clés privées, ils vont passer un TRSC. Potentiellement des réserves fractionnaires. Bien sûr, c'est sûr, hein, on dit 21 millions de Bitcoin, c'est parce qu'on considère qu'un Bitcoin, c'est du vrai Bitcoin. C'est du Bitcoin que tu détiens parce que tu as ton nœud, tu as ta clé privée, un petit peu comme tu aurais de l'or chez toi. On ne parle pas d'un contrat Bitcoin en général. Donc il y aura 21 millions de Bitcoin, de vrais Bitcoin. Par contre, forcément, à un moment, on va se retrouver avec des gens qui te vendent 2 millions de Bitcoin, mais qui en ont 100 000 chez eux. Et ça va être au risque du client de faire sa recherche et de comprendre quel actif il achète. Tu achètes de l'or physique ou tu achètes un contrat. Le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas faire cette recherche, ont une confiance en le système, et finalement, ça peut causer des vraies crises et des vrais problèmes au très long terme. Après, je vais dire c'est un problème de riche. Ça veut dire que Bitcoin est adopté par les banques, ça veut dire que tout le monde en a, ça veut dire que ta grand-mère en a dans son livret A. C'est quand même... on n'y est pas encore. Mais il faut faire attention. Et c'est là où l'éducation est indispensable. Si les gens comprennent rapidement qu'il faut avoir un nœud, qu'il faut avoir sa clé privée et qu'il y a du vrai Bitcoin et du Bitcoin papier, on peut éviter peut-être de répliquer les erreurs du passé. Et on l'a bien vu avec la présentation de tout à l'heure. L'histoire est faite entre des monnaies bonnes et des monnaies mauvaises, hein. Et ça va continuer. Peut-être que là, on va avoir quelques belles années où Bitcoin sera bien utilisé, mais au long terme, rien ne garantit que Bitcoin ne va pas être détourné par le système traditionnel, comme ça a été le cas de tout temps. Merci beaucoup. Là-haut, il y a une question ou pas? D'abord, merci du coup pour l'atelier. Vous avez abordé pas mal de barrières justement pour les no-coiners. Il y a juste j'avais une question, en fait, ça rejoint un peu la question des personnes de plus de 80 ans, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on répond quand on nous dit c'est pas palpable, les personnes qui sont pas numériques de base, qui n'ont pas ce truc de voilà, ça manque de comme l'argent ou l'or, ça manque de palpabilité, quoi. Moi j'aime bien dire est-ce que vous accordez de la valeur au langage? C'est quand même très pratique, pourtant c'est pas palpable. C'est un peu pareil avec Bitcoin, c'est-à-dire que c'est une valeur extrêmement forte, et en plus Bitcoin est du langage si on veut aller un peu plus loin. Mais non, pour être un peu moins taquin, il y a quand même un aspect non palpable dans nos monnaies actuellement, c'est-à-dire que c'est un travail de déconstruction aussi qu'il faut faire, c'est que dans l'esprit de beaucoup de personnes, il y a vraiment des sous dans les banques, quoi. Enfin, il y a de l'or caché dans des coffres, alors que toute notre économie est déjà quasi numérique. Donc l'aspect non palpable, on peut à la rigueur en plus le transformer via des gadgets ou des clés ou des bitcoins un peu physiques qui ramènent de la matérialité. Mais ça me semble être un blocage, clairement, hein, c'est un vrai blocage que vous soulevez là. Mais après, et ça je pense qu'on ne l'a pas abordé, il y a aussi quand même vraiment des blocages, on va dire, psychologiques, dans le sens où on a des ancrages et notre plasticité cérébrale, elle se calcifie au fur et à mesure du temps. Donc forcément, plus on vieillit, moins on est prêt à faire de concessions cérébrales. Et ça en fait partie, cet aspect matériel. Donc après, tout le monde ne sera pas convaincu dans tous les cas. Et après, l'usage également, parfois, prend les devants des idées préconçues. Et je pense qu'on le voit avec des outils comme la carte bleue ou autre. La carte bleue, au début, a choqué beaucoup de personnes. Et maintenant, tout le monde s'en sert sans aucun problème. Il y a vraiment une logique aussi d'effet de réseau où après,
comprendre l'objet n'est plus important. Même si dans Bitcoin, on aimerait que tout le monde essaie de comprendre Bitcoin, tout le monde utilise l'euro sans savoir comment ça marche. Donc il y a aussi cette logique-là à prendre en compte. Ouais, c'est ça. Il faut réaliser quand même que les billets de banque, c'est ridicule comparé à la masse monétaire. Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'or dans les coffres. Et à la limite, j'aimerais même dire que Bitcoin, pour moi, je peux le toucher. Hein. À partir du moment où j'ai un open dime, donc c'est un gadget, mais même si j'écris mes 24 mots, j'ai littéralement la possession des Bitcoins dans ma main. Si je te les donne, tu détiens les Bitcoins. Je t'ai donné les Bitcoins parce que tu détiens ces 24 mots qui te donnent le droit de signer une transaction et les déplacer. Alors oui, c'est des 0 et des 1, comme le système d'aujourd'hui. Mais finalement, tu peux donner des bitcoins, tu peux faire un système de plan d'héritage, tu as des paper wallets. Tu as quand même toujours un retour à la réalité qui existe. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise de l'énergie, donc c'est pas du vent. Mais donc tu peux quand même avoir. Alors il nous reste 2 minutes, je ne sais pas si on a une dernière question. Ouais. On va prendre celle-ci. Bon, je voulais juste, à destination des no-coiners en particulier, est-ce que vous pourriez verser 1000 Satoshi à une sorte de cochon virtuel à chaque fois que vous prononcez un mot anglais? Merci. C'est un autre débat. C'est un peu là, c'est pas pour des no-coiners. Si vous voulez, on en parle à la sortie parce que c'est grande passion la langue. Non, c'est un peu technique, mais déjà vous avez, pour ceux qui n'étaient pas là hier, ou peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, Stacking Sat, je pense, ont distribué quasiment 1000 Satoshi à tout le monde. Donc pour des no-coiners, vous pouvez avoir vos premiers bitcoins aujourd'hui même. Hein. Après, on peut streamer de l'argent avec Bitcoin, on n'en a pas parlé parce que c'est vraiment trop poussé, mais les implémentations Lightning Network, donc des couches 2 infrastructurelles de Bitcoin, permettent de dépasser les capacités. Ah, parce qu'on a trop parlé en anglais. Les traductions françaises sont assez mauvaises et on pourrait vraiment en discuter longtemps, mais le langage est avant tout un consensus également, et c'est l'usage qui prime. Et l'usage, hélas, il est parfois, hélas ou pas, hein, c'est si on est conservateur, on peut penser hélas, il est global dans le cadre des crypto-monnaies. Et donc, il y a beaucoup de termes anglais qui sont utilisés naturellement par tous les locuteurs, on va dire, Bitcoin en quelque sorte, dans ce technolecte qu'est Bitcoin. Merci beaucoup pour cet échange. J'espère que on a répondu à pas mal de vos questions, et puis on peut prolonger après autour d'un café si vous avez encore des questions à poser. Voilà. Merci infiniment. Merci.